Pour suivre cette formation, vous allez avoir besoin de créer un compte et d'accéder à un site qui s'appelle Google Collaboratory. Donc Google Collaboratory, c'est quoi? C'est la possibilité d'utiliser Jupyter Notebook directement à travers un navigateur web. Donc une fois que vous avez accédé au site, vous allez avoir accès à différents documents, dont le document de bienvenue qui s'appelle Bienvenue dans Collaboratory. Ce document-là, c'est un document d'introduction en français qui vous explique les principes de base de ce service. Alors, après avoir créé le compte, il va vous falloir un mail en Gmail. Vous pouvez en créer un pour l'occasion si vous n'en avez pas. Ce qui vous permettra aussi d'accéder à Google Drive où nous allons stocker d'une part les notebooks, c'est-à-dire ce type de document, et d'autre part les différents fichiers que nous allons manipuler. En termes d'interface, comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu à un document de type Word avec différents types de structures. Alors, la première, c'est qu'on va pouvoir structurer l'information affichée selon que ce soit une cellule de code, donc qui va contenir du code Python, et des cellules de texte qui vont être au format Markdown. Donc, l'essentiel de ces informations ici, ce sont en fait des cellules de texte, donc de Markdown, et des cellules en code Python. Comment on va différencier les deux? C'est très simple. Les cellules de code vont commencer par ces deux petits crochets, on le voit ici, qui vont être exécutables. Comme vous pouvez le voir ici, une exécution a démarré et le résultat va s'afficher ici. Idem pour cette cellule de code. Une fois que vous avez compris le principe de cellule, vous pouvez parcourir ce document. Donc, qu'est-ce que Collaboratory? Qui va vous expliquer à quoi sert notre Jupyter Notebook. Donc c'est un document, ou plutôt un logiciel qui est à destination plutôt des data analysts, scientists, les chercheurs en intelligence artificielle. Mais dans le cadre de vos propres travaux, de vos propres envies, vous allez pouvoir, à l'aide de cet environnement, accéder à des logiciels déjà installés, dont Python. Et c'est pourquoi j'ai fait le choix de Google Collaboratory. C'est que nous ne verrons pas l'installation de Python dans cette formation. Nous allons nous baser exclusivement sur Collaboratory pour pouvoir directement utiliser l'essentiel des logiciels que nous allons aborder dans cette formation. Alors, une fois que vous avez consulté ce document d'introduction, je vous partagerai le lien dans la formation, vous pouvez parcourir les différents éléments, voir une partie des choses que nous allons aborder dans la formation, et surtout, un élément essentiel quand vous allez créer vos propres documents, les notions de sauvegarde et des petits éléments de partage. Alors le menu est assez basique, ici vous allez pouvoir ouvrir des notebooks ou créer de nouveaux notebooks évidemment. Vous allez pouvoir les imprimer au format PDF et vous allez pouvoir les enregistrer. Alors sachez que le raccourci est le même, c'est CTRL plus S ou POM plus S pour les utilisateurs de macOS 10. Et vous allez pouvoir, un peu comme sur Drive ou sur OneDrive pour les utilisateurs des technologies Microsoft, vous allez pouvoir partager votre notebook, vos documents, via un lien ou via un groupe d'utilisateurs, un peu comme vous le feriez évidemment sur Drive ou sur OneDrive. Donc pour continuer sur la découverte du site web Google Collaboratory, on va insister un petit peu plus sur la possibilité d'utiliser le langage Python et d'exécuter du code Python directement dans votre navigateur. Donc avant tout, le langage Python, c'est quoi? C'est un langage de programmation interprété. C'est utilisé pour faire des sites web, pour faire des applications desktop, donc pour ordinateur, pour macOS 10, des applications pour téléphone, pour faire de l'Internet des objets, ce qu'on appelle de l'IoT. On peut développer des jeux vidéo avec, et c'est très populaire pour traiter tout ce qui est problématique data, donc pour gérer des données. Actuellement, c'est classé le deuxième langage parmi les langages de programmation qui ont le plus d'intérêt dans la communauté des développeurs. Donc ça, c'est selon le classement TIOBE. Ça me semble assez naturel dans le sens où actuellement la data, l'IA, le traitement automatique des langues, ce sont des problématiques, des domaines qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui deviennent de plus en plus populaires, même au-delà de ces métiers-là.
Et un deuxième intérêt de ce langage, c'est qu'il est réputé pour être facile à apprendre. Pourquoi? Parce qu'il est plutôt proche du langage humain, donc ça suit une logique où quelqu'un qui ne sait pas développer peut lire du code Python et comprendre ce qui se passe dedans. Et à titre de preuve, c'est enseigné dès la primaire dans certains pays européens. Alors c'est un langage qui a une très bonne documentation. Je vous partagerai évidemment ce document Google Collaboratory, ce notebook, avec un lien vers la documentation de Python. Et donc cette documentation, elle est très complète, elle est très accessible, elle est disponible à toutes et à tous. C'est un langage qui a une très forte communauté, donc vous n'aurez pas de mal à trouver des ressources, de l'aide, des gens compétents pour vous aider à avancer sur ce langage et toutes les librairies, c'est-à-dire toutes les fonctions et tous les domaines qui y sont liés. On va revenir sur Jupyter Notebook, donc qui est un logiciel, comme on l'a dit, plutôt adapté pour faire de la science de données. Et nous, on va s'en servir justement pour manipuler de l'information. Et on va se réintéresser au principe de cellules de code. Donc, comment on va finalement faire de l'assignation de variables avec Python directement dans le notebook? On va créer des cellules de type code, comme on a pu le faire ici. Pour rappel, ces cellules commencent par des crochets qui permettent l'exécution de la cellule et qui déclenchent finalement l'interprétation du code Python pour produire un résultat. Donc cette cellule a été exécutée, mais elle ne produit aucun résultat, et c'est pourquoi vous n'avez aucune sortie visuelle par rapport à ce code Python. Pour afficher le résultat d'une exécution de code Python, on va utiliser une fonction qui est très populaire et qui va nous suivre tout au long de cette formation, c'est la fonction print. Donc la fonction print, du verbe print pour imprimer, afficher. Alors cette fonction en Python, elle a surtout un rôle utilitaire et de débogage, dans le sens où elle va permettre d'afficher tout type de variables, tout type de résultats. Par exemple, ici, on a assigné le nom client à Michael Andrieux, et on a affecté la variable anniversaire à une expression un peu complexe pour vous maintenant, un objet de type datetime, donc de type date. Alors si on print, si on affiche le résultat des variables précédemment créées, précédemment assignées, un peu comme on le ferait en mathématiques, avec l'assignation de x, y, z, etc., on voit ici de l'affichage, donc après exécution de la cellule, on voit l'affichage du résultat. Donc on voit effectivement que le nombre de produits il est bien à 10, que le nom client il est effectivement égal à Michael Andrieux, autorisation partage qui est un booléen, donc vrai, faux, est égal à true, et la date d'anniversaire qui a été formatée via une fonction, c'est une notion qu'on verra un petit peu plus tard dans cette formation, qui a été formatée pour afficher la date de naissance du client. Alors on y reviendra tout au long de cette formation, mais un premier récapitulatif sur les types de données en Python principaux. Donc on va avoir des données de type textuel, typiquement le nom d'un client, ou la date d'un événement, ou le nom d'un événement. On va assigner cette valeur en Python dans une variable qui sera entourée de cotes, de simples cotes ou de doubles cotes. Les nombres, qui sont un autre type de données en Python, qui sont même plusieurs types de données en Python, typiquement le montant d'une commande, va être assigné, cette fois, sans cote. Un booléen, la notion de vrai ou de faux, elle va être assignée via la valeur true avec un T majuscule ou false avec un F majuscule. Et ça n'a rien à voir avec une chaîne de caractères vrai ou faux, c'est vraiment le type booléen. C'est deux choses qui sont très différentes en Python. Enfin, dès qu'on va commencer à manipuler des objets un peu plus complexes, typiquement des dates ou des produits ou des éléments de métier très proches de votre domaine, à ce moment-là, on va pouvoir, avec Python, soit créer, soit réutiliser des objets qui sont des structures un petit peu plus complexes et qui permettent de faire un petit peu plus de choses. Donc, on découvrira d'autres types de données dans ce cours, mais je voulais vous remontrer une fois encore comment écrire du code Python directement dans Google Collaboratory. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième type de cellules, à savoir les cellules de texte,
qui sont compatibles avec un langage particulier qui s'appelle le langage Markdown. Donc le Markdown, c'est quoi? Ça va être une façon d'écrire du texte et de le structurer d'un point de vue sémantique. Donc la sémantique, c'est quoi? C'est la science qui permet de donner du sens à des mots. Donc typiquement, plutôt que mettre pour un titre une taille de texte particulier, on va plutôt dire que c'est une section de niveau 1, et à ce moment-là, peu importe le design ou la représentation visuelle qu'on en fait, on sera capable, vis-à-vis du Markdown, de savoir que c'est une information qui est de très forte importance. Alors, on peut écrire à la main du Markdown, c'est un peu ce qui est fait ici, dans ce document que je vous partagerai. On va pouvoir définir les différents types de titres et leur rendu, qui sera fait directement par Google Collaboratory. Donc on va avoir un dièse, ou plutôt un hashtag, pour définir des sections de type 1. Ensuite, on va avoir 2 dièses pour les sections de type 2, puis 3 dièses pour les sections de type 3, et ainsi de suite. Et on va définir comme ça, finalement, notre summary, donc notre table des matières, si vous préférez. Et c'est d'ailleurs comme ça que le sommaire que je vous affiche sur la gauche de mon écran à chacune de mes vidéos est rendu. C'est à l'aide justement des différents types de sections, donc les différents niveaux de titres, qui vont permettre d'organiser le contenu de ma présentation. Alors, on peut aussi faire du design d'une certaine façon, au sens où on va pouvoir mettre en avant du texte, que ce soit en gras, en italique, ou mettre un texte en avant. Et donc vous avez ici les différentes façons de faire. Je vais zoomer un petit peu. Tout ce qui va être mis entre 2 étoiles va être mis en gras. Tout ce qui va être entre une étoile de chaque côté va être mis en italique. Ce qui va être mis entre cotes, alors c'est les cotes du 7 sur le clavier, sur un clavier PC, et ça se fait à l'aide de la commande Alt-GR plus la touche 7. Donc c'est vraiment la petite tic de cette touche de clavier. Sur Mac, je ne sais pas où cette touche est, mais vous devez le savoir. Pareil, si on veut supprimer ou en tout cas barrer du texte pour signaler une intention d'opposition à ce qui a été écrit, on va, à l'aide des tildes, donc des doubles accolades, signifier la suppression de ce texte. Pour un lien, on va pouvoir mettre le contenu du lien, ou plutôt l'intitulé du lien entre crochets, suivi du lien entre parenthèses. Et vous allez avoir ce type de rendu-là, qui pointe vers Google, je présume, dans le contexte. Vous voyez. Pour une image, c'est pareil. Grâce à l'extension, Google Collaboratory et donc le Markdown vont être capables d'afficher visuellement une image. Et donc vous avez ici finalement toutes les règles pour écrire du Markdown. Donc vous allez pouvoir gérer évidemment donc, un sommaire, une table des matières, des liens. Vous allez pouvoir afficher du code. Et quel est l'intérêt d'afficher du code de cette façon-là avec Markdown, c'est-à-dire avec des cotes du set suivi du nom du langage? C'est que vous allez avoir accès à une fonctionnalité importante qui est super utile, c'est la coloration syntaxique, c'est-à-dire le fait qu'automatiquement le navigateur va afficher d'une certaine couleur des choses qui ont du sens dans le contexte. Typiquement print, c'est une fonction, et donc toutes les fonctions seront écrites en bleu. Les chaînes de caractères, c'est du texte classique, lambda, ça va être mis entre cotes et ça va être mis en rouge dans le contexte. Pareil, si vous voulez écrire des listes, vous allez pouvoir, un peu à la manière d'une liste dans un mail, spécifier avec 1, 2, 3 différents éléments de liste ordonnés. Pour des listes non ordonnées, ça se fera avec des étoiles. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, c'est compliqué, j'ai pas envie d'apprendre le Markdown. Alors, c'est pas bien important dans le contexte. Moi, je voulais vous montrer les différentes fonctionnalités possibles, notamment le fait de pouvoir générer des tableaux. Mais si vous voulez écrire juste, vous, votre propre texte, sachez que quand vous créez une fenêtre texte, vous avez accès à un éditeur de type WYSIWYG, donc de type What you see is what you get, et à ce moment-là, directement, à l'aide de cet éditeur, vous allez pouvoir écrire des éléments de liste. Vous voyez. Si vous voulez écrire un titre, hop, un titre, vous définissez que c'est un titre de niveau 1, à ce moment-là, hop, titre de niveau 1, titre de niveau 2, titre de niveau 3, vous voyez, il se réduit, titre de niveau 4, etc. Et vous voyez, on le voit sortir dans le sommaire. C'est-à-dire que si je reviens sur mon titre de niveau 1,
hop, vous voyez, il apparaît ici, dans le sommaire. Donc il est au même niveau que What is Markdown et Difference between Colab Markdown and Other Markdown Dialects. Si j'en fais un titre de niveau 2, pour l'instant il ne bouge pas, il a juste été mis sous référence, donc il est descendu d'une hiérarchie. Si vous en faites un titre de niveau 3, il ne bouge pas, puisqu'il n'y a pas de titre de niveau 2 dans référence. Et si vous en faites un titre de niveau 4, il disparaît du sommaire. Et voilà. Et donc pareil, si vous voulez mettre du gras, à ce moment-là on a du gras. Si vous voulez mettre de l'italique, à ce moment-là on a du gras italique. Si vous voulez formater du code, typiquement print coucou, on va pouvoir formater du code. Si vous voulez le formater avec de la coloration syntaxique, hop, on devra ajouter le langage ici. Et donc ça marche pour Python, ça marche pour PHP, ça marche pour HTML par exemple. Et automatiquement, vous voyez, ça va être coloré syntaxiquement. Pareil pour des liens, hein, si vous voulez mettre un élément de liste et en faire un lien, hop, on va pouvoir ici rajouter l'URL correspondante. Et à ce moment-là, le lien va devenir cliquable. Vous voyez. Pour les images, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez voir comment ça se passe. Moi, je vous déconseille d'ajouter des images justement parce que vous allez voir, ça va polluer un petit peu le contenu de cette cellule. Donc là, je vais rajouter une image quelconque hein, que j'ai par exemple sur mon bureau. Hop, une capture, peut-être pourcentage de capture. Ouais, vous voyez, en fait, ça a été ajouté au format bas64. Donc c'est le fait de prendre le contenu d'une image et de la sérialiser en se servant d'un type d'encodage particulier. Alors, ça a fonctionné, hein. Pour le coup, ça a pollué complètement le contenu de votre cellule, mais par contre, ça a fonctionné. On devrait voir la cellule apparaître, vous voyez, en dessous. C'est une capture d'écran de mes agendas Google, tout simplement. Et voilà, donc le Markdown, facile à utiliser. C'est une compétence qui peut être intéressante dans le sens où, à partir du Markdown, vous allez pouvoir générer du HTML, vous allez pouvoir générer du PDF. Et ça, c'est utile si vous concevez des rapports. Ça permet de structurer le contenu de vos travaux et d'en établir par exemple une table des matières, un sommaire. Et si malgré tout, je vous ai pas convaincu que c'était intéressant, ben à ce moment-là, vous faites comme d'habitude, vous vous servez du WYSIWYG, donc de ce petit éditeur basique, mais néanmoins efficace. On va terminer cette partie d'introduction sur Google Collaboratory en revenant et en détaillant un petit peu tout ce qui va relever de la publication, de la récupération des documents et du partage de manière générale. Vous l'aurez compris dans le nom de ce service, Google Collaboratory pour collaboration, qu'en général, les gens travaillent à plusieurs sur ce type de documents. Ça sera peut-être pas votre cas, mais gardez en tête que vous pourriez avoir envie au moins de partager ces résultats avec des collègues de travail, des gens de votre entourage. Vous aurez peut-être besoin d'imprimer ce document, de le récupérer au format PDF pour l'envoyer par mail. Vous aurez peut-être besoin de récupérer certains graphiques que vous allez générer sous forme d'images et de les intégrer dans des présentations au format PowerPoint. Alors, dans cette vidéo, on va regarder déjà les règles de partage. Si vous avez déjà un compte Google Drive ou OneDrive, vous n'allez pas être dépaysé. Ici, en haut à droite, vous avez l'option Partager, qui va permettre de configurer la limite des accès que vous souhaitez donner à l'extérieur. Donc par exemple ici, moi j'ai utilisé un mail en Solvolabs. Par défaut, toutes les personnes qui sont ajoutées à ce document pourront, à l'aide de ce lien, accéder au document. Si je customise un petit peu ces informations-là, je vais pouvoir copier le lien et le partager. Si je remplace le lien par Solvolabs, ici, je vais avoir différentes options de partage et différents niveaux de droit. Que ce soit un simple lecteur, quelqu'un qui est en capacité de relire mon travail et d'y apposer des commentaires, ou au contraire, un co-contributeur ou une co-contributrice du document, à savoir quelqu'un qui aura la possibilité d'exécuter le notebook, donc d'exécuter le document, c'est-à-dire l'essentiel des cellules,
mais aussi d'éditer, d'ajouter de nouvelles cellules, de collaborer avec moi sur ce travail. Ici, comme on peut le voir, on peut avoir quelque chose qui est limité, c'est-à-dire seules les personnes que j'ai ajoutées spécifiquement au document y auront accès. Ensuite, on va avoir un niveau qui est un niveau d'organisation qui est lié à votre email ou à votre entreprise. Et ensuite, le niveau qui va être le plus permissif finalement, tous les utilisateurs disposant du lien. Et c'est d'ailleurs le type d'autorisation que j'ai associé à l'essentiel des notebooks de ce cours. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez récupéré le lien, vous pouvez évidemment le partager et le réutiliser, peu importe le compte email ou peu importe vos statuts vis-à-vis, par exemple, de votre formation actuelle. Donc une fois qu'on a bien administré les options de partage, on va s'intéresser maintenant à la récupération de ce document. Donc jusqu'ici, on l'a vu, on a la possibilité de sauvegarder ce document sur Google Drive et donc de le récupérer via Google Drive. On va pouvoir aussi ouvrir un notebook qui est un fichier IPNB. On va pouvoir ouvrir tout fichier notebook qui aura été fait en dehors de Google Collaboratory directement dans Google Collaboratory. Donc on va pouvoir l'ouvrir, on va pouvoir l'importer. On va pouvoir le renommer, le placer à la corbeille évidemment. Une option qui est intéressante, ça va être la possibilité d'imprimer. Et pourquoi elle est intéressante? Alors, le rendu par défaut est acceptable, on va dire. Il est OK. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir imprimer, évidemment, au format PDF pour partager l'essentiel de vos travaux par mail avec vos collaborateurs et collaboratrices.